Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la chaire Ivanhoé Cambridge Immobilier et de l'Observatoire et Centre de valorisation des innovations en immobilier de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis André Desserre et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de l'industrialisation de la construction, rêve et réalité de la production de masse appliquée aux édifices. La chaire Ivanhoé Cambridge Immobilier en est à sa 30e année actuellement. Donc, c'est une chaire qui a un partenaire précieux et exclusif avec Ivanhoé Cambridge, portefeuille immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et nous abordons dans un forum multidisciplinaire et surtout dans un forum où collaborent autant chercheurs, professeurs, évidemment les étudiants, mais aussi les gens des milieux professionnels, du milieu que ce soit du secteur privé ou du secteur public, où nous élaborons différents projets de recherche pour répondre aux questions de l'heure, comme celle-ci que nous allons aborder dans notre webinaire. Et l'Observatoire relié à la chaire, est une unité de recherche plus récente qui a 8 ans d'existence et qui a pour but, cette fois-ci, de transférer, valoriser les innovations avec nos partenaires ou avec le milieu intéressé à l'immobilier au Québec. Alors, nos partenaires pour l'OCVI sont, outre Ivanhoé Cambridge, Aéroport de Montréal, BOMA Québec et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Notre conférencier aujourd'hui sera mon collègue, le professeur Carlo Carbone, qui est architecte et qui est directeur du baccalauréat en design de l'environnement à l'École de design de l'Université du Québec à Montréal. Donc, une école différente de l'École des sciences de la gestion et qui développe des formations et de la recherche sur les sujets reliés au design, donc particulièrement le design touchant le bâtiment et l'immobilier. Je vous donne quelques informations sur Carlo. Donc, architecte, diplômé de l'Université de Montréal 1998, professeur en design de l'environnement à l'UQAM depuis 2012. Il a fondé Préfabrication, dont vous voyez ici l'hyperlien, un laboratoire de recherche-création en design depuis 2010. Il l'a fondé en 2010 et il opère depuis 2010. Ses recherches portent sur l'histoire de la préfabrication, les liens génératifs entre l'industrialisation et la culture de la construction moderne, la préfabrication de logements et l'état actuel des systèmes de construction industrialisés, notamment leur potentiel de personnalisation. Nous avons pensé que dans ce cadre actuel, ce contexte marqué par la rareté des logements, par la hausse des coûts de construction, que ce soit au niveau des matériaux, des équipements et de la main-d'œuvre, marqué par un contexte houleux sur le plan économique, difficile, surtout avec les menaces de droits de douane, nous avons pensé que ce serait important de s'intéresser de façon beaucoup plus approfondie aux capacités industrielles de construction de logements pour savoir comment on peut mieux les exploiter, mieux les intégrer dans le défi énorme de construction de bâtiments à logement qui nous attend pas dans le futur, dès maintenant. Alors, c'est le but de ce séminaire. Je crois qu'il saura répondre à beaucoup de vos questions. Et je répète le titre, Rêve et réalité de la production de masse appliquée aux édifices. Et sur ce, j'ai le grand plaisir de vous présenter le professeur Carlo Carbone et de lui passer la parole. À toi, Carlo. Merci beaucoup, André, pour cette belle introduction. En fait, je trouve tout à fait approprié aujourd'hui ce croisement entre l'école de sciences de la gestion et l'école de design, parce qu'en fait, l'industrialisation de la construction aussi se situe finalement entre deux champs, hein. C'est le champ de l'idée de l'architecture et de l'industrie, du design et de la gestion, de la personnalisation et de la production, et d'un rêve et d'une réalité. Donc, le titre de la conférence porte également cette idée de la relation entre les deux champs. Et donc, je te remercie encore pour cette belle invitation. J'espère qu'on passera quelques moments ensemble assez agréables parce qu'il s'agit d'une
d'une question du jour, mais aussi d'un domaine extrêmement riche. En fait, quand on parle d'industrialisation de la construction, peut-être la première image qui nous vient à l'esprit pour plusieurs, c'est cette idée d'un empilement de boîtes, hein. Donc, cette idée que finalement, on réussit à fabriquer des logements dans une usine à divers niveaux de finition, pouvant atteindre même 90% de finition de la pose. La céramique, par exemple, donc un niveau d'avancement assez élevé et qu'on transporte par la suite sur des sites de construction pour être assemblé comme un espèce de jeu de construction, hein, qu'on peut qualifier par exemple de Lego parfois. Et c'est la première image qui nous vient à l'esprit. Par contre, c'est un secteur industriel qui offre, oui, ce potentiel de la construction qu'on appelle modulaire volumétrique, mais qui offre aussi d'autres potentiels. Et on va passer aujourd'hui à travers un certain nombre de ces potentiels. En fait, comme André le disait, donc je tiens un laboratoire depuis une dizaine d'années et je documente la question de la préfabrication sur plusieurs aspects, des aspects que je trouve assez importants, des aspects qui varient entre le design, donc la conception de systèmes, jusqu'à la gestion à l'intérieur de l'usine. En fait, j'ai eu la chance dans ma pratique de pouvoir, oui, travailler en recherche, mais aussi travailler dans l'industrie privée. Et donc, j'ai passé quelques années à apprendre sur le terrain les enjeux, les défis de ce potentiel de fabriquer l'architecture en usine. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je tiens également un blog sur la question. Euh, on est rendu cette semaine à notre 465e article sur la question. Et les données ou les idées que je partage avec vous aujourd'hui, c'est aussi grâce à cet outil de documentation que nous avons développé. Donc, les axes de recherche du labo, premier axe de recherche, c'est l'histoire. Donc, ce n'est pas une nouvelle idée, hein. Je regardais cette idée de la chaire et de l'observatoire qui travaille beaucoup sur les innovations. Aujourd'hui, on parle de l'industrialisation de la construction comme une innovation, mais en fait, c'est une idée qui existe depuis longtemps, depuis le début de l'industrialisation, et même, on pourrait même aller beaucoup plus loin que ça. En fait, les Romains déjà travaillaient sur des questions de préparer des composantes en amont de leur utilisation sur les chantiers pour assurer une facilité de construction. Donc, cette première axe concerne l'histoire. En fait, l'inventaire que vous voyez à l'écran n'est pas un inventaire complet, mais on cumule un inventaire de plus que 1200 systèmes depuis 1851 et ça nous permet aussi de comprendre les échecs et peut-être les défis et les enjeux à ne pas répéter. Deuxième axe de la recherche concerne les pratiques en Amérique du Nord. En fait, André, en début de son introduction, parlait de capacité de production et c'est un des éléments qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est de comprendre quelles sont les capacités de production en Amérique du Nord présentement pour contribuer à trouver des solutions aux crises qu'on vit actuellement. La troisième axe de recherche, c'est un peu un accompagnement industriel, donc on fait des partenariats industriels. Et un des partenariats industriels qu'on travaille présentement, c'est avec le réseau des transformateurs métalliques du Québec et avec Alu-Québec pour développer un système de construction en kit pour des régions éloignées comme dans l'Arctique, par exemple, et où on développe donc des composantes qui seraient facilement déployables sur le terrain. Et donc, c'est un axe qui concerne la conception de systèmes et l'accompagnement industriel. Donc, le webinaire aujourd'hui va concerner les deux premiers axes, donc l'histoire
et les capacités de production pour finir avec les modèles émergents. Donc, quelques modèles que je vois apparaître aujourd'hui dans l'industrie pour essayer de comprendre, mais c'est quoi les différentes options qui s'offrent aux donneurs d'ordre, aux donneurs d'ouvrage, aux promoteurs euh, qui auraient la tentation de adopter cette façon de faire, ou c'est plutôt ces façons de faire. Donc, la construction industrialisée, un des éléments qu'on ne toucherait pas beaucoup aujourd'hui, mais un des aspects qui est extrêmement riche dans cette question, c'est toute l'évolution du vocabulaire. Donc, j'ai mis quelques termes qui sont souvent utilisés comme des synonymes pour parler de la construction industrialisée, préfabrication, préassemblage, modulaire volumétrique, système à panneaux, bâtiment usiné. C'est tous des termes qui sont euh, parfois à tort utilisé comme synonyme. L'important, c'est cette idée de l'industrie, donc l'idée de travailler en amont dans un environnement contrôlé. Donc l'idée que c'est l'usine qui contribue à préparer des composantes. Souvent, on va parler aujourd'hui dans le jargon de chunks ou de fragments d'édifices qui sont produits en usine pour éventuellement faciliter leur assemblage sur les sites de construction. Donc, la construction industrialisée, c'est le terme que je vous propose, même si aujourd'hui, on parle de plus en plus de construction hors site. La raison pour laquelle j'utilise le terme construction industrialisée, c'est que je pense qu'il y a cette idée de production qui est importante. Donc, atteindre des niveaux de production qui ne sont pas des prototypes. Donc, la construction hors site, donc la construction usinée, peut aussi être utilisé pour construire des prototypes qui sont faits une fois et qui sont assemblés une fois. Je pense qu'il y a un avantage à parler plutôt d'industrialisation parce que là, on parle de tous les avantages de l'industrialisation. Les achats en grande quantité, par exemple, la standardisation, la normalisation des éléments, le chevauchement des tâches, le contrôle de qualité, la réduction des déchets et tous ces éléments qui sont liés à une capacité de production qui permet d'apprendre de projet en projet et d'amortir les coûts de production sur la quantité finalement. Tous les avantages qu'on connaît de la production de masse qui ont été un succès dans d'autres industries, mais qui tardent à faire leur apparition dans l'industrie de la construction. Donc, dans la construction industrialisée, quand on parle de l'histoire, et c'est un peu cette question du rêve et de la réalité, euh, c'est cette idée donc de préparer des composantes. Et pourquoi on parle de chunk? C'est parce qu'on ne prépare pas un édifice au complet. On prépare une partie, un fragment d'un édifice et qui, lui, va contribuer à construire un édifice dans son ensemble. L'idée n'est pas nouvelle. Donc, déjà en 1933, Albert Bemis publiait un livre assez riche qui s'appelle The Evolution of the House, où il essayait de faire un parallèle entre comment les autos étaient fabriqués et comment un bâtiment éventuellement pouvait être produit et suivre un peu cette même idée ou ce même processus de fabrication. Et donc, il souhaitait appliquer la production de masse aux édifices. La réalité est devenue tout autre. En fait, c'est que cette façon de faire a permis de développer la maison mobile. Donc, la maison mobile, qui est l'ancêtre de ce qu'on appelle la construction modulaire volumétrique aujourd'hui, c'est un système de production qui est issu finalement de cette volonté d'appliquer la production de masse aux édifices. Alors que Bemis avait le rêve de vraiment appliquer ces méthodes à des édifices beaucoup plus important et beaucoup plus personnalisable, finalement, la réalité est devenue tout autre. Au Québec, on a une belle tradition aussi. Certaines entreprises, on peut penser aux industries Bonneville, par exemple, qui
qui sont en place au Québec depuis les 60 dernières années et qui sont aussi liées à cette évolution de la maison mobile. Mais si on applique cette idée de rêve et réalité au Québec, mais on a un prototype qui est connu mondialement, donc Habitat 67, qui a donné une image de ce qui est la construction modulaire volumétrique, qui avait le rêve finalement d'être de la construction abordable. C'est devenu toute une autre situation. Mais le Québec a aussi une belle tradition de fabricants qui travaillent dans le domaine du modulaire volumétrique. J'ai mentionné Bonneville tout à l'heure, il y a Maison Laprise, il y a Profab, il y a différentes euh, entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Et je dirais que ça a développé une industrie qui, à mon point de vue, est assez agile parce que, vu qu'on n'a pas les capacités de production de très, très grandes industries, mais ça permet une plus grande personnalisation des systèmes. Donc, le Québec, au niveau canadien aussi, et je dirais même au niveau nord-américain, est, est quand même assez avancé dans la matière. Aussi, cette idée de la personnalisation de masse, un des grands rêves de la construction industrialisée, c'est de dire, mais on va offrir des maisons sur catalogue et la réalité est que cette idée d'acheter une maison qui ressemble à toutes les autres maisons, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui plaît aux consommateurs. Et donc, toute une série d'architectes, dont Resolution for Architects, qui a développé plutôt des catalogues qui sont liés à la question de la modularité et une personnalisation. Cette idée c'est pas un catalogue de maisons, mais c'est peut-être un catalogue de composantes. Et c'est à travers l'agencement différencié de ces composantes qu'on va arriver à développer une architecture singulière, des designs singuliers à travers une plateforme de composantes qui s'adapte à différentes situations, différents sites, différents besoins et différents modes de vie, par exemple. Donc, cet inventaire qu'on a commencé depuis 1851, donc il retrace des projets depuis 1851, date de l'exposition universelle de Londres, où il y avait un projet, le Crystal Palace, qui était un des premiers projets à utiliser ces notions de composantes pour fabriquer un bâtiment à l'aide de composantes répétable et manufacturé avec l'idée d'une production de masse. L'inventaire était aussi pour faire la démonstration que ce n'est pas une nouvelle idée. En fait, certains l'ont qualifié de la plus vieille nouvelle idée en architecture. Donc, pour faire référence à cette idée qui a eu plusieurs époques. Et dans l'inventaire, évidemment, vous ne pouvez pas lire les noms de projets, mais chaque lettre représente un nom de système ou un nom de projet. Certains qui sont encerclés, qui ont été analysés plus profondément. Mais l'important, c'était de voir, en fait, ces moments de boom dans la construction industrialisée et de voir apparaître finalement des moments où la question se pose davantage. Et donc souvent, moi je parle de quatre actes de la construction industrialisée, donc la mécanisation, la production de masse, l'automatisation, et aujourd'hui avec Construction 4.0, toute la question de la digitalisation des éléments qui amène un autre boom. Mais vous voyez déjà apparaître, par exemple, entre 1950 et 1960, avec le baby boom, tout un axe de développement qui s'est fait par rapport à cette question-là. Fin des années 60, avec la crise de pétrole, il y a un autre boom. Donc, la notion de la construction industrialisée est beaucoup liée aux différentes crises. Et comme on vit des crises aussi aujourd'hui, il y a un autre boom qui est en train de se développer. Et la ligne de temps qu'on a développée, elle se termine vers 2020, donc moment de COVID.
Et si je compléterais, si je mettrais à jour cette ligne de temps, on verrait un autre boom qui est en train d'apparaître. Donc, cette idée que chaque génération retrouve les vertus de la production de masse appliquées aux édifices pour soit essayer de construire plus rapidement, soit essayer de construire à moindre coût. Et on voit apparaître aussi les autres avantages liés à ces éléments-là, cette idée de construire avec une plus grande efficacité. Comme je disais en entrée de jeu, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut dire par rapport à cette évolution. Il y a l'évolution du vocabulaire et c'est, ce qui est riche dans cette évolution, c'est la manière dont on essaie de se défaire de certains préjugés. Donc, quand on parle de préfabrication, souvent on a une image d'une construction assez standardisée. Et donc, dans les années 60, on a essayé de changer la terminologie pour cacher ces préjugés. Donc, on a commencé à parler de off-site construction ou construction hors-site ou manufactured building ou modular construction. Aujourd'hui, on va parler de plateforme DFMA, mais c'est toujours un peu pour essayer de comprendre, mais c'est quoi les nouveautés dans la matière et aussi en même temps d'essayer de se défaire de certains préjugés. Un autre axe qu'on pourrait regarder ensemble qui est aussi extrêmement riche, c'est cette idée de l'évolution de la littérature et comment cette littérature, elle est souvent aussi catalysée par les changements des modes manufacturiers. Euh, Pourquoi on parle de quatre axes? Il y a cette idée de la production de masse, l'influence militaire, la production ligne avec le système de fabrication de Toyota. Et cette ligne étant pointillée, elle arrête à un axe et je pourrais nommer cet axe-là en 2004 quand les modèles ont commencé à changer. Pendant longtemps, le modèle de l'analogie était beaucoup la voiture, l'automobile. À partir de 2004, il y a un livre très important qui a été écrit, un manifeste sur la construction industrialisée, qui s'appelle Refabricating Architecture. Et l'idée, c'était qu'il fallait changer le modèle parce que la voiture, oui, c'est un objet complexe, mais elle n'a pas toute la complexité systémique d'un bâtiment avec des éléments qui sont faits un peu artisanalement, d'autres qui sont faits industriellement, et donc il fallait changer le modèle. Et depuis ce moment-là, on regardait plutôt des objets beaucoup plus complexes, comme des navires, par exemple, pour faire référence à des manières de construire les édifices. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé aussi à utiliser le qualificatif de chunk ou de fragment, donc le terme chunk qui fait référence à la construction navale. Donc, ces quatre moments, donc la production de masse qui nous a donné la maison mobile, l'influence militaire avec la reconstruction des grands ensembles en Europe qui a été malmenée durant la Deuxième Guerre mondiale avec des systèmes à panneaux en béton préfabriqués. Le système de gestion Toyota avec le Lean Construction qui nous a donné aussi toute une renaissance de la construction modulaire volumétrique avec vraiment cette volonté de apporter dans l'usine le plus de tâches possible pour laisser au chantier uniquement les tâches de l'assemblage et des connexions à l'infrastructure. Quatrième acte, la numérisation. Aujourd'hui, on voit une délocalisation aussi de l'usine. L'usine, elle est souvent au chantier. L'impression 3D de bâtiments, par exemple, est un exemple de cette idée de délocaliser l'usine et d'apporter une mécanisation numérique pour faciliter ou pour rendre la construction plus efficiente. Quelles sont finalement donc ces crises contemporaines qui sont liées aussi à la renaissance de cette idée? En fait, une des grandes crises, mais qui n'est pas, ne date pas d'hier, c'est cette idée de la stagnation de la productivité dans l'industrie de la construction.
si on la compare à d'autres industries, c'est vraiment une productivité stagnante, une productivité qui ne cesse pas de baisser. Et certains, moi aussi, voient dans cette capacité d'industrialisation de la construction une capacité peut-être de augmenter ou de rendre l'industrie plus productive. Quand je parle de rendre l'industrie plus productive, ça ne touche pas simplement à cette idée de production, donc de l'efficacité de production, mais ça touche également à tous les défis et enjeux qu'on connaît de la construction sur site, incluant des systèmes de gestion qui sont peut-être plus transparents, des systèmes de gestion qui sont plus collaboratifs. La construction industrialisée permet et demande finalement une industrie beaucoup plus collaborative. D'autres éléments de la crise, André déjà a fait référence en début de présentation à cette idée d'augmentation des coûts de construction. On peut penser aussi aux pénuries de main-d'œuvre. Les pénuries de main-d'œuvre qui vont être aggravées durant les prochaines années et donc la capacité de travail en usine, elle diminue aussi la quantité de main-d'œuvre qualifiée qui est nécessaire. On n'a qu'à penser à la fabrication robotisée, par exemple, ou à l'automatisation. Plus tard dans la présentation, je vais montrer quelques images de comment cette industrie est en train de se transformer vers une plus grande automatisation. Les industries aujourd'hui sont remplies d'outils qui sont contrôlés numériquement. Un autre élément de crise, donc les changements climatiques. Et je pourrais parler des enjeux de GES, je pourrais parler de toutes sortes d'enjeux, mais je veux me concentrer sur le gaspillage. Un des éléments que je trouve vraiment triste au niveau de la construction traditionnelle, c'est les gaspillages matériels à tous les niveaux. Et quand on travaille en usine, le contrôle de qualité fait en sorte que on minimise les déchets, on minimise aussi les pertes matériaux parce qu'on peut vraiment optimiser comment les matériaux sont utilisés. Et avec un système de gestion in time, les achats aussi sont calibrés en fonction des matériaux qu'on va utiliser. En fait, c'est calqué sur des systèmes de gestion qu'on voit dans les secteurs manufacturiers. Et la crise du logement. Je pense que André l'a encore là évoqué en entrée de jeu la raison pour ce webinaire. En fait, on parle de construire euh, une énorme quantité de logements, même dans les plateformes de ceux qui souhaitent être nos élus, hein. Donc, je voyais dans la plateforme des libéraux, par exemple, Mark Carney parlait de construire 500 000 unités par année. Au Canada, bonhomme allant, on n'a jamais vraiment dépassé le 200 000 unités. Je pense que le maximum qu'on a atteint, c'est autour de ça. Donc, c'est vraiment, si on veut doubler notre production, il va falloir investir massivement dans la productivité. Même, il suggérait un investissement je pense, c'est 25 euh, milliards de dollars dans la mise à jour des industries et de la préfabrication. On sort un peu de l'histoire pour graviter plus vers les pratiques actuelles, les pratiques de la construction industrialisée. Si on peut dire que la construction, le secteur de la construction est un secteur très fragmenté avec beaucoup de PME, mais c'est assez similaire dans la construction industrialisée et c'est peut-être un des défis de notre industrie au Canada. Il y a beaucoup de PME, des entreprises aussi qui vont construire, oui, des maisons dans une usine, mais qui ne dépassent pas beaucoup le 50 maisons par année. Donc, c'est loin d'être des processus industrialisés où on peut investir massivement dans l'automatisation, par exemple, et certains peinent même à investir dans la digitalisation de leur processus. Quelques chiffres. Au Canada,
les maisons usinées représentent environ 12% de la production globale des maisons au Canada. Euh, ça varie en 10, 12, ça atteint un sommet à 15, mais c'est à peu près un chiffre qui reste très près du 12%. Et c'est assez similaire aux États-Unis, en Amérique du Nord. Si on va, par exemple, un pays comme la Suède va atteindre des chiffres beaucoup plus importants, autour de 50, 60, et certains vont parler de 70%, mais qui incluent toutes sortes de composantes préfabriquées. Mais c'est clair qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous à ce niveau-là. Construction modulaire volumétrique. Donc, l'image, la première image que je vous montrais, l'idée d'empilement de boîtes, représente environ 6% de la construction globale en Amérique du Nord. Donc, encore là, utilisé pour des écoles, pour des logements, pour du commercial léger, mais ça n'a jamais dépassé le 6%. Et je garde aussi cette idée que les maisons mobiles font encore partie d'une certaine production. Au Canada, c'est très peu, environ 1%. Si on va aux États-Unis, ça représente encore environ 9% des maisons qui sont construites par année. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement fragmenté, mais où on voit que la principale capacité de production, c'est au niveau du modulaire volumétrique. C'est une cartographie qu'on a fait avec un collègue de l'Université de l'Arizona qui s'appelle Ryan Smith. Donc, notre laboratoire s'est occupé du nord des États-Unis et du Canada. Et son groupe de recherche s'est occupé du sud des États-Unis pour essayer de comprendre c'était quoi les capacités de production. Donc, on a classé différents systèmes et pour remarquer que finalement, la grande capacité de production, c'est au niveau du modulaire volumétrique. Et comme je disais, oui, c'est une capacité de production, mais c'est des entreprises qui sont beaucoup des PME. On commence à voir apparaître des entreprises qui ont une capacité de production beaucoup plus grande. Je vais en montrer quelques exemples tout à l'heure dans la présentation. Euh, mais c'est vraiment un secteur qui est dominé encore par des petits manufacturiers et beaucoup de manufacturiers, la grande majorité, font encore ce qu'on appelle le manufactured home, donc la maison manufacturée. Donc, un des défis aussi de ce secteur, c'est que beaucoup de ces entreprises sont liées encore à la maison individuelle. Et donc, quand on comprend la complexité de bâtiments ou d'édifices qui sont plus importants qu'une maison, finalement, a besoin d'une plus grande coordination, l'implication de plus de professionnels, l'implication de toutes sortes de spécialistes autour de la table. Et ces entreprises-là ne sont pas toujours habituées à travailler avec ces différents consultants. Et donc, ça demeure un des défis et enjeux du secteur en Amérique du Nord. Les avantages, en fait, la construction industrialisée, on peut parler un certain nombre d'avantages. J'aime me concentrer sur cette idée que, mais en réduisant le gaspillage, mais on atteint une capacité de production qui est beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace. Donc, je pense pour moi, un des éléments fondamentaux de la construction industrialisée, c'est cette idée de réduire le gaspillage, mais on pourrait parler de toutes sortes d'autres avantages qui ne sont même pas listés dans cette liste. Par exemple, les usines sont des environnements de travail beaucoup plus ouverts. Donc, quand on voit dans les usines, il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc, c'est des environnements de travail qui peuvent être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus accueillants. Mais l'élément principal, c'est vraiment cette idée d'éviter le gaspillage. Les enjeux, certains sont listés et
le principal enjeu, et je vais même conclure la présentation avec cette idée-là, c'est que ça prend beaucoup plus de planification en amont. Donc, c'est un système où la gestion devient très importante, la gestion des acteurs, mais aussi la gestion de l'emplacement, la gestion euh, des achats, la gestion à tous les points de vue, et ça augmente la planification qui est nécessaire dans les projets. Peut-être une des modifications radicale de la construction industrialisée par rapport à la construction conventionnelle, c'est que ça modifie le flux de production. Donc, sur la diapo, on voit en haut de l'écran une construction linéaire. Donc, on passe par une table de planification, conception de documents, les contrats, et par la suite, on a une séquence linéaire de production sur site. En fait, l'avantage de la construction industrialisée, c'est qu'il y a un certain chevauchement de tâches. Donc, le deuxième échéancier, c'est celui d'une construction industrialisée où on a une planification, on fait les documents de construction, donc il y a une plus grande temps de conception nécessaire, on fait les contrats et on arrive à la construction et là, tout d'un coup, il y a un chevauchement de tâches passe d'un processus linéaire à un processus chevauché. Donc, il y a certaines tâches qui peuvent se faire en usine en même temps qu'on travaille sur le chantier. Et c'est essentiellement ce chevauchement de tâches, si elle est bien planifiée, qui permet d'atteindre des gains, de comprimer l'échéancier et d'avoir des gains en termes de temps. Et je veux dire que ce gain en termes de temps peut se chiffrer en termes de coûts, mais peut aussi se chiffrer en termes d'avoir accès au bâtiment plus rapidement, diminuer les coûts d'emprunt par rapport à avoir accès au bâtiment plus rapidement, et aussi diminuer, par exemple, les conditions d'hiver. Donc, des éléments néfastes de la production sont raccourcis. Donc, ce gain en temps, il est quand même important, même si on réussit à sauver 10-15% du temps sur un chantier conventionnel, je trouve que c'est un gain majeur. Selon les études, on peut aller jusqu'à 40% de gain. Certaines études vont même aller plus haut que ça, mais je me suis gardé 25 à 40%, c'est parce que c'est ce qu'on voyait sur les projets que nous, on a étudiés au sein du laboratoire. Quelles sont les approches? Comment est-ce qu'on peut travailler? Est-ce que c'est juste le modulaire volumétrique qui est la solution? Je, je suis une des personnes qui sont plutôt pour une combinatoire. Donc, cette idée qu'on va avoir besoin d'une hybridation dans les systèmes de construction industrialisés. Et pour comprendre cette hybridation, j'utilise le système de classification de Dietz et Cutler qui date des années 60, 70, désolé, mais c'est quand même un des systèmes de classification que je trouve le plus facile à expliquer. Quand on dit à quelqu'un, mais on peut travailler avec des boîtes, des panneaux, des pièces et un mélange entre ces trois systèmes-là, c'est assez clair. Donc, quand on parle de boîtes ou plutôt boxes dans leur système de classification, on fait référence donc au modulaire volumétrique les panels, des systèmes à panneaux, les composantes ou les kits de construction et la combinatoire de ces différents systèmes. Donc, quand on parle de modulaire volumétrique, on parle de construire avec des grands volumes. Donc, ça peut être des logements complets ou des fragments de logements qui sont finis à l'intérieur de l'usine jusqu'à 90%, qui sont transportés juste à temps sur les chantiers et assemblés et ce qui reste à faire sur le chantier, finalement, c'est les connexions de l'infrastructure, le branchement à la fondation et la coordination plus fine, par exemple, entre les différents logements et les différents systèmes qui sont nécessaires à la construction de l'édifice. Donc, le système, il y a une multiplicité de fabricants en Amérique du Nord. J'ai choisi le système de Base 4 Modular parce que c'est un système qui est très,
innovant, je dirais, au niveau de comment euh, l'entreprise utilise un système de conception qui permet de personnaliser l'enveloppe. Donc, le logement à l'intérieur est complètement terminé, il est assemblé, mais l'enveloppe, elle est faite sur place, qui permet d'éliminer toute cette notion de voir l'empilement des boîtes sur le chantier. Donc, c'est un système qui permet quand même une grande personnalisation. Le modulaire volumétrique est dicté par une chose, il est dicté par le transport. Donc, un des enjeux, c'est cette idée qu'on transporte donc des grandes boîtes et donc les critères de transport vont faire en sorte de déterminer c'est quoi la grandeur des boîtes qu'on va pouvoir transporter, c'est quoi la distance sur laquelle on va pouvoir transporter ces boîtes et ça détermine aussi une certaine redondance structurelle parce que les boîtes doivent être faites d'une manière assez robuste pour être transportées et livrées sans affecter tous les composantes intérieures comme la finition des céramiques ou la finition muraux. Tous ces éléments-là, donc, doivent être faits assez robustement pour, euh, euh, pour pouvoir être transportés sur des grandes distances. Et ça reste un des enjeux, donc, de la construction modulaire volumétrique, comment optimiser cette question du transport et comment diminuer finalement la redondance qui est nécessaire pour atteindre des niveaux de production. Les systèmes à panneaux, donc ça peut être des surfaces, ça peut être des murs, des planchers. Ici, c'est un panneau de l'entreprise canadienne Murox qui a développé un système de connexion assez intéressant qui permet de désassembler les panneaux une fois construits. Donc, on pourrait même imaginer un recyclage de ces panneaux-là à la fin de leur vie utile. Un autre exemple de panneau, c'est des panneaux haute performance de l'entreprise du Vermont qui s'appelle Benson Wood Homes, qui a développé un panneau très haute performance qui atteint les critères de Passive House, donc qui est extrêmement bien isolé. Et cette entreprise du Vermont est très bien avancée au niveau de la production industrielle. Tout est fait en usine. Le système, il est complet. La fenêtre est posée en usine, les pare-vapeurs, les paraires, tout la mécanique qui est complexe au chantier pour atteindre certains niveaux de qualité est délocalisé vers l'usine. Donc, un système de production très très haute qualité à l'intérieur de l'usine de Benson Wood. Les panneaux, c'est aussi un système de production, c'est pas une boîte comme le modulaire volumétrique. Donc, on pourrait imaginer que ces panneaux peuvent être transportés soit à la verticale ou à l'horizontale comme une sorte de flat pack. Et donc, ça optimise aussi la question du transport. Et le panneau est un système beaucoup plus personnalisable. En fait, les entreprises qui font des panneaux souvent vont recevoir les plans des architectes et vont construire le panneau en fonction du plan de l'architecte ou du designer ou du concepteur. Et donc, il y a moins de critères, alors que le modulaire volumétrique, souvent, ce critère de transport va définir un peu les trames et la grille et l'organisation du projet. Le panneau est un système avec beaucoup plus de flexibilité. Par contre, au Québec, on n'a pas une industrie qui intègre beaucoup de choses dans les panneaux. Donc, c'est des panneaux qui sont ouverts, qui ont au mieux peut-être un revêtement intérieur, mais ce n'est pas des panneaux qui ont une grande valeur ajoutée au Québec. Alors que dans d'autres pays, on retrouve des panneaux qui sont beaucoup plus intégrés au niveau de leur fabrication. Les éléments linéaires, donc que ce soit des poutres, des colonnes, c'est des composantes qui permettent finalement de construire le bâtiment à l'aide de composantes, comme un jeu de construction, et toutes sortes de composantes qui existent au niveau de la préfabrication. C'est une entreprise qui s'appelle Enso qui préfabrique toutes sortes de composantes pour le bâtiment, dont des escaliers en, en bois lamelé croisé.
Et donc, on peut construire le projet comme une sorte de kit de construction. Donc, et même, il y a des kits de systèmes complets qui existent, qui utilisent une sorte de combinatoire de tous ces systèmes. Donc, ça peut être des boîtes pour tout ce qui est technique, ça peut être des panneaux pour tout ce qui est enveloppe, ça peut être des composantes pour tout ce qui est structure. Et à l'aide de tous ces composantes qui sont coordonnées, mais on peut assembler un kit de construction, le Backcountry Hut de l'entreprise du même nom, industrialise un kit de construction pour la construction de maisons en panneaux, mais aussi avec des systèmes de structure en lamelé collé et lamelé croisé. Un des éléments, je pense, qui est assez intéressant au niveau de la construction industrialisée, si on pense au modulaire volumétrique, cette idée de pouvoir intégrer dans une boîte tous les éléments complexes d'un immeuble. En fait, ce qui reste complexe dans la construction d'édifices, c'est la coordination systémique, les systèmes mécaniques, l'électricité, les éléments d'une certaine complexité. Et il y a cette idée qu'on va délocaliser donc la production des éléments complexes dans l'usine et le reste du bâtiment va pouvoir se faire sur site. Donc, ça optimise cette idée de la personnalisation parce qu'il y a juste des noyaux qui sont faits en usine. Le reste peut être fait tout à fait d'une manière conventionnelle. Et donc, ça s'appelle un noyau de service. Et on voit ici un noyau de service d'une entreprise californienne qui s'appelle Proto Homes, qui a développé un système qui s'appelle le ProtoCore, qui est un noyau sur 2 étages qui comprend tous les éléments d'une maison intelligente et d'une cuisine, les éléments de ventilation, les éléments de chauffage qui sont intégrés dans de ce core qui, lui, est produit en usine et le reste de la maison est construit d'une manière plus conventionnelle pour augmenter la personnalisation potentielle. Cette idée du noyau de service, il est aussi appliqué à ce qu'on appelle finalement des pods, plus communément, ou des salles de bain. À l'image à gauche, c'est une entreprise suédoise qui s'appelle le Camp Pod, qui produit comme une ligne sur une ligne d'assemblage, des salles de bain, des cuisines qui peuvent être intégrées dans des bâtiments qui sont construits tout à fait conventionnellement, mais qui maximisent donc cette idée de la complexité et de la localiser, elle, dans l'usine. À droite, donc, vous voyez une image du protocore dont je vous montrais le dessin dans la diapo précédente, mais qui est sur 2 étages, donc un cours sur 2 étages, il comprend tous les éléments complexes de la maison qui sont faits en usine et qui peuvent être transportés sur le chantier. Les modèles d'affaires émergents ou les modèles d'affaires qui sont liés peut-être à la numérisation actuelle de l'industrie, il y en a quelques-uns. Il y en a 3 dont je vais vous parler. Donc, l'usine verticalement intégrée, l'intégration digitale et l'usine volante. Donc, on rentre dans une partie de la présentation qui est peut-être plus actuelle et peut-être même euh, qui regarde un peu plus vers l'avenir. C'est quoi l'impact du 4.0 sur ces modèles d'affaires? Donc, on voit apparaître beaucoup plus d'entreprises qui essayent de s'éloigner d'une production qui pourrait être qualifiée de plus standardisée ou normalisée vers une préfabrication qu'on pourrait appeler sur mesure. Évidemment, ce n'est pas exactement du sur mesure comme nous, on peut l'entendre, parce qu'il y a quand même des données, des critères, des systèmes de gestion, des systèmes de conception qui sont générés pour faciliter finalement la mise en place d'une certaine cohérence. Donc, le premier, c'est l'intégration verticale. Ce modèle d'affaires, c'est celle qui est peut-être la plus connue au Québec. C'est un modèle d'affaires qui existe depuis
Si on pense par exemple aux maisons Modeville qui existent au moins depuis les 50 dernières années. Donc, il y a une usine quelque part au Canada, quelque part au Québec, et qui travaille avec une chaîne logistique d'approvisionnement qui peut intégrer toutes sortes de composantes dans leur chaîne, des fenêtres, des murs, des panneaux, et qui va contrôler cette chaîne d'approvisionnement et qui va utiliser donc les mêmes fournisseurs et qui va déterminer un certain nombre de critères de conception et le bâtiment va être ou des fragments du bâtiment vont être produits dans leur usine et livrés sur le chantier pour être empilés. Donc, c'est le système qui est le plus lié ou le plus près de ce qu'on peut appeler la construction modulaire volumétrique. Une des entreprises qui a un bon succès dans ce type de modèle d'affaires, c'est l'entreprise américaine-canadienne qui s'appelle Z Modular. Je dis américaine-canadienne parce que leur connecteur qui permet de empiler ces différentes boîtes a été breveté par un Canadien. Et Z Modular a acheté donc les droits à ce connecteur et Z Modular travaille sur des bâtiments qui peuvent facilement atteindre des très grandes hauteurs avec des systèmes en acier. Et leur principe, c'est on a un prisme squelettique en acier et l'intérieur peut être tout à fait organisé, aménagé d'une manière euh, très personnalisable, très custom. Il n'y a pas d'aménagement type qui est proposé. Donc, c'est un système constructif ouvert et qui est par contre établi et déterminé et fabriqué en fonction des plans des architectes qui vont travailler avec les standards de cette entreprise. L'intégration digitale, c'est un modèle d'affaires est vraiment lié à cette idée du 4.0 parce qu'il n'y a pas vraiment d'usine comme telle. En fait, il y a des usines qui sont délocalisées. Donc, il y a au centre une entreprise qui a une propriété intellectuelle et qui a une plateforme digitale. Et à partir de cette plateforme digitale de composantes, va travailler avec différentes usines qui peuvent être placées dans différents contextes et toutes ces usines-là vont produire le système qui est établi par cet organisme central qui n'a pas finalement d'usine, mais qui a la propriété intellectuelle d'un système de composants. C'est le modèle d'une entreprise californienne qui s'appelle Project Frog. Project Frog, donc, est une entreprise qui développe des composantes et leur système d'assemblage qui permet de construire des classes modulaires, des écoles modulaires, et qui permet d'atteindre une certaine rapidité. Et un des éléments intéressants de ce modèle d'affaires digital, c'est qu'il y a même des municipalités en Californie qui offrent les permis plus rapidement si on travaille avec les composantes de Project Frog. Donc, il y a vraiment une réduction, oui, du temps de construction, mais aussi du temps d'approbation parce qu'on travaille avec des composantes qui sont un peu préapprouvées. Un autre modèle d'affaires qu'on voit apparaître, c'est l'idée d'usine volante. Et donc, c'est le modèle de l'intégrateur. Donc, une sorte de modèle d'affaires qui est très lié à une nouvelle typologie d'entrepreneur général. C'est beaucoup les entrepreneurs généraux qui ont activé ce modèle d'affaires, qui ont vu les avantages de la construction en usine. Un entrepreneur général, un des plus grands, je dirais, au monde, Skanska, a une sorte de vision maintenant où ils disent, mais we prefabricate everything. Ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un projet, ils vont essayer de déterminer une localisation d'un potentiel usine volante qui va fabriquer les composantes en usine et va les transporter sur le site pour faciliter la construction. Donc, ce n'est pas un modèle qui est lié à une usine, mais qui est plutôt lié à cette usine, cette idée qu'il y a des usines
qui sont développés en fonction de la demande. Un système qui est très personnalisé, c'est le système de Turner Construction, qui est aussi lié à cette idée de usine volante et qui ont commencé à développer cette offre de produits de qu'est-ce qu'ils sont en mesure de fabriquer pour des projets. Donc, les systèmes mécaniques, les systèmes de pod, les systèmes de modules, selon le besoin. Et ces éléments vont être préfabriqués en usine pour éventuellement être transportés sur le site et assemblés comme des grands chunks à la manière de la construction navale dont je parlais un peu plus tôt dans la présentation. Rêve et réalité de la personnalisation de masse. On arrive vers un peu la conclusion de cette présentation et je voulais un peu parler de cette question de la personnalisation parce que ça reste, si on veut, l'enjeu majeur. Hein. On parlait de finalement ce croisement école de sciences de la gestion et école de design, mais c'est deux champs. Donc, le design qui souhaite une singularité et la gestion, en quelque part, qui souhaite aussi une efficacité. Et comment est-ce qu'on concilie les deux éléments-là? Et la préfabrication et l'industrialisation de la construction évoluent vers des méthodologies qui permettent finalement d'arriver à ces fins. Donc, j'ai nommé cette partie de la présentation du catalogue à l'usine volante parce qu'on va vers de cette idée d'une personnalisation qui est mineure à une très, très grande personnalisation avec l'usine volante. Donc, le catalogue reste un des axes de personnalisation où on n'a pas un catalogue de maisons, mais plutôt un catalogue de composantes qui permet finalement de fabriquer une architecture ou un design différencié, singulier, mais avec des éléments qui se répètent. Donc, le catalogue de Resolution for Architecture, c'est un peu cette idée d'une sorte de plateforme. Hein. Donc, dans l'industrie automobile, on connaît cette idée de plateforme et elle est beaucoup plus utilisée aussi dans la construction industrialisée pour dire, mais on va différencier notre architecture à travers l'utilisation de plateformes communes. C'est beaucoup activé par la question de la modularité. La grille. On utilise une grille, un système de design qui permet de travailler une relation différente entre les différents éléments, mais qui est une conformité sous-jacente à une grille qui permet de faciliter la production des éléments. Et c'est aussi lié à cette notion de quelles sont les composantes qu'on pourrait configurer pour développer des architectures qui sont tout à fait différentes, mais à travers les mêmes composantes. Et c'est l'idée de Gensler avec leur conception générative, mais c'est aussi visible dans l'approche de Creo Modular. Donc, ils ont un peu des kits qui sont établis par des modules qui peuvent être des logements, qui peuvent être des noyaux de services qui pouvaient être des unités de logement et comment on fabrique un projet à travers une série d'éléments qui se répètent, qui sont tout à fait manufacturables, si c'est un mot, parce qu'ils sont liés au processus de fabrication de l'entreprise et on peut les agencer d'une manière très diversifiée. Les plateformes, comme je disais, c'est la notion de kit. Donc, à travers le kit de construction, finalement, on peut faire tout à fait un bâtiment qui est singulier, différent de son voisin, mais en utilisant les composantes qui se répètent de projet en projet. En fait, l'idée de la répétition de projet en projet, c'est pas nécessairement de répéter le projet, mais de répéter euh, des composantes, des détails, des systèmes de gestion pour tout à fait rendre cette idée plus efficiente. La personnalisation est aussi activée aujourd'hui par cette idée de la fabrication numérique. Donc, la possibilité de travailler avec des robots et qui
qui vont aussi apprendre à fabriquer des murs, par exemple, et qui, avec le machine learning, vont devenir de plus en plus efficientes dans la répétition de certaines tâches. C'est une image d'une entreprise de Edmonton qui s'appelle Promise Robotics, qui est tout à fait avancée dans la matière, où ils développent des usines qui sont liées à un système de robotisation pour la fabrication de panneaux et où de panneau à panneau, on voit que les robots sont en train de devenir de plus en plus performantes et la chorégraphie de ces robots est tout à fait exceptionnelle et qui vont changer d'outil, un outil qui permet de scier, un outil qui permet de clouer, un outil qui permet de visser, tout en étant programmé pour cette diversité de tâches. Les trois prochains éléments sont vraiment liés à cette volonté de rendre peut-être la construction sur site plus efficace. Donc, on a le Near Site Prefabrication, donc l'usine à pied d'œuvre, qui n'est pas une nouvelle idée vraiment, parce qu'on a ces systèmes dans le béton préfabriqué qui s'appellent le tilt-up, qui sont fabriqués sur le chantier et qui sont tout simplement levés pour devenir les murs de l'immeuble. Donc, l'usine est délocalisée au chantier. Donc, il y a une fabrication qui se fait au chantier pour rendre le tout plus personnalisable. Donc, une méthode. Le multi-trade prefab ou la préfabrication multimétier. C'est un peu la vision de Skanska avec leurs usines d'intégration délocalisées. C'est les sous-traitants qui sont encouragés à collaborer et à délocaliser leur production du site à l'usine, de travailler des grands fragments des bâtiments en usine avec un grand contrôle de qualité. Et ces éléments sont par la suite transportés au chantier pour être assemblés d'une manière plus facilement et réduire la quantité de gaspillage qui se fait au niveau du chantier. Donc, Skanska, comme je disais en entrée de jeu, l'idée, prefabricate everything, parce que ça permet de rendre la construction plus efficiente et de rendre la construction aussi plus rapide et aussi de diminuer la quantité de travailleurs, bétonnières, transports qui se rendent au chantier. C'est aussi une préfabrication qu'on pourrait qualifier de spécifique au projet. Donc, c'est une image d'une usine volante qui a été établie pour un projet dans le domaine hospitalier. C'est le Miami Valley Hospital en Ohio, aux États-Unis. Et c'est une usine dans laquelle on a fabriqué tous les composantes du projet à livrer sur le chantier. C'est une vision de Skanska où on peut faire une préfabrication qui est tout à fait spécifique à un projet. On n'a pas besoin de respecter les critères de conception du modulaire volumétrique, par exemple, parce qu'en autant que les éléments sont transportables, on peut les transporter just in time. Et ici, on voit la série de murs hospitaliers et de noyaux de service de la chambre d'hôpital qui ont été empilés et fabriqués dans ce système constructif ouvert qui avait été fait au chantier. On finit avec cette idée d'une usine volante qui est aussi liée à la fabrication numérisée. On voit apparaître des systèmes euh, qui ont une empreinte relativement petite et qui permettent de construire et fabriquer les composants d'un projet avec une empreinte réduite sur un chantier. On pourrait passer à une enveloppe, par exemple, ou à des systèmes de panneaux pour des planchers qui seraient fabriqués même pas très loin d'un site et qui peuvent être intégrés dans un bâtiment et ça rend le tout beaucoup plus flexible et beaucoup plus personnalisable. Donc, je dirais que l'avenir nous réserve une industrialisation de la construction qui est beaucoup plus personnalisée. Cette grande dichotomie, si on veut, entre ces deux champs,
un champ qui est beaucoup plus près d'une démarche projet et un champ qui est beaucoup plus près d'une démarche produit reste un des défis majeurs de tous les projets qui souhaitent intégrer de la construction industrialisée, parce que c'est vraiment deux champs avec des valeurs assez différentes. Et la conciliation n'est pas toujours évidente, mais l'objectif, c'est de rapprocher finalement ces deux champs avec une plus grande collaboration. Donc, une des leçons qu'on voit dans la construction industrialisée, c'est que oui, ça permet de réduire le temps. C'est clair, ça permet de réduire le temps, mais cette efficacité est contingente à une plus grande planification. Et s'il y a un élément qui est absolument requis pour confirmer ces gains en temps et ces gains au niveau de la construction industrialisée, c'est que ça prend des démarches beaucoup plus collaboratives. Donc, ça prend des modes de réalisation qui sont beaucoup plus collaboratifs parce que le manufacturier il doit être impliqué au départ. Donc, on gravite vers des modes de réalisation qui sont plutôt, au lieu d'être le mode traditionnel de la conception, soumission et construction, on gravite vers des modèles qui sont plutôt la conception-construction ou même le IPD, le Integrated Project Delivery, donc les modèles intégrés qui permettent aux joueurs de s'activer même au niveau de la conception et de s'assurer que cette planification va être garante d'un succès. Parce que si on ne réussit pas cette planification en amont, tous les gains potentiels de temps vont être même beaucoup plus difficiles à, à corriger. Hein, si on est sur un chantier et on n'a pas bien planifié, on ne peut pas arrêter une ligne d'assemblage. C'est vraiment des processus manufacturiers. Donc, il y a une nouvelle manière de voir le projet qui doit apparaître et des modes de réalisation plus collaboratifs qui doivent apparaître aussi pour garantir le succès. J'espère que cette présentation vous a plu. C'est un axe de recherche ou un- un lieu de recherche qui est absolument fascinant. Je suis content, ravi que la chaire ait demandé cette présentation. Et juste pour faire la boucle, quand André disait que ça fait 29 ans qu'on parle que la chaire est active, mais ça fait 29 ans que je suis actif aussi dans le domaine de la préfabrication. Donc, tout est en tout, comme on dit, et je vous souhaite un très bel après-midi. Parfait. Donc, merci beaucoup, Monsieur Carbonnet, pour cette présentation qui a suscité plusieurs questions. Donc, tout d'abord, je vais me présenter rapidement à l'auditoire. Donc, je m'appelle Silla Maldini. Je suis assistant de recherche à la chaire Ivano et Cambridge depuis quelques années maintenant. Et puis, vous voyez, la chaire existe depuis 29 ans. Vous, ça fait 29 ans que vous exercez. Puis moi, j'ai 29 ans. Donc, vraiment, ça cadre très bien. Alors, donc, je vais commencer donc par une toute première question. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs questions qui vont traiter aussi un peu de la réglementation, tout ça. Donc, euh, tout d'abord, première question, quelle est votre opinion? Donc, on a parlé de construction, mais quelle est votre opinion sur la rénovation par éléments préfabriqués? Cette forme de rénovation peut-elle s'appliquer au contexte québécois, canadien, sachant que c'est déjà le cas, semble-t-il, en Europe? En fait, un des axes de la recherche, merci pour la question, un des axes de la recherche, il est justement lié à cette volonté de rénover des bâtiments pour améliorer leur performance énergétique avec des éléments préfabriqués. Donc, je suis membre de la chaire énergie et environnement de l'École d'architecture de l'Université McGill. Je m'occupe de l'axe préfabrication et on a un projet pilote en ce moment, un centre socioculturel à l'île Bizarre, où on essaie d'expérimenter l'amélioration de l'enveloppe de ce Mhm. bâtiment par des panneaux préfabriqués.
des panneaux haute performance. Donc, je pense que la préfabrication peut tout à fait être utilisée pour améliorer, oui, la performance de bâtiments existants, mais Mhm. aussi pour tout ce qu'on appelle la réadaptation de bâtiments existants. Tu sais, on a fait une recherche il y a quelques années sur la conversion de tours à bureaux en logement. Et Mhm. on a vu que la construction industrialisée pouvait aussi être utilisée pour faciliter l'ajout de systèmes mécaniques dans le bâtiment existant qui sont nécessaires pour, euh, pour augmenter la capacité en termes de logement. Et la construction industrialisée peut tout à fait être utilisée aussi pour la rénovation. Euh, un des axes de recherche, oui, c'est l'amélioration de la performance des enveloppes, mais aussi l'ajout, par exemple, de systèmes mécaniques ou la transformation de l'existant par la préfabrication. Donc, je pense qu'il y a un très grand potentiel dans cet axe-là au Québec et au Canada. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, question suivante. Donc on reste dans le contexte, québécois. Dans la ville de Montréal et plus largement au Québec en général, est-ce que, il y a certaines contraintes réglementaires qui empêchent la construction, off-site? Ou c'est plus une question d'habitude de ne pas le faire, un manque de confiance peut-être pour les bailleurs de fonds ou un manque encore d'efficacité, des usines existantes, vous diriez? Euh, Merci encore pour la question. Et toutes ces réponses sont bonnes. En fait, la question contenait déjà beaucoup d'éléments de réponse. Je vais commencer peut-être avec la question de la réglementation. En fait, la réglementation, si on pense au modulaire volumétrique, ce qui empêche finalement la construction, c'est qu'en ce moment, le code de construction va limiter à 6 étages ce genre de construction. Donc, ça va être limité à 6 étages, qui pour moi est tout à fait raisonnable parce qu'on n'a pas besoin de densifier nécessairement avec des projets de 20 étages. On peut tout à fait construire et densifier une ville avec des projets à 6 étages, mais réglementairement, on n'est pas encore capable d'aller plus haut. Par contre, il y a des systèmes qui existent au Canada. En Colombie-Britannique, on peut construire en bois jusqu'à 18 étages maintenant. Donc, la réglementation est en train d'évoluer très, très rapidement. Évidemment, il y a aussi la question du transport. Euh, Quand on parle de villes denses comme Montréal, quand on travaille avec des systèmes de gestion juste à temps, il est tout à fait approprié de travailler avec modulaire volumétrique, mais la question de la gestion devient un peu plus complexe, hein. Donc, Mmh. l'habitude n'est pas encore là, mais ça permet de fermer des rues moins longtemps, par exemple. Et donc, pour moi, la question de l'habitude est, est liée à la question de la culture constructive. On a une culture constructive au Québec qui est très fortement ancrée dans la construction sur site, avec des dalles de béton, par exemple. Donc, on a cette culture-là. Donc, de modifier la culture, elle est Mmh. difficile. Par contre, aussi dans la question, il y avait cet élément de réponse qui était lié à la capacité de production. Comme je disais en entrée de jeu, là, dans la présentation, il y a cette idée que ces entreprises sont beaucoup liées à la maison individuelle et donc n'ont pas toujours les bons réflexes quand on veut les amener à mettre à l'échelle leur système de production. Un des projets que j'ai eu le plaisir d'accompagner, c'est un projet du QWeb qui est le Quebec Wood Export Bureau, le produit d'exportation des produits de bois du Québec, où on a mis ensemble 3 entreprises québécoises pour développer un système constructif ouvert qui permettrait à d'autres entreprises du Québec qui n'ont pas la capacité de production d'utiliser le même système et d'augmenter la capacité de production parce que le système, il est partagé. Il est tout à fait ouvert et plusieurs usines pourraient fabriquer le même élément. Donc, la question de l'habitude, la question de la réglementation, la question de la culture, c'est des barrières, hein, qui existent et qui demeurent, mais qui sont tranquillement en train d'être adressés et abordés.
plus qu'on fait des Mhm. projets, plus qu'on voit le potentiel, plus qu'on est en train d'aborder l'ensemble de ces barrières-là et d'une manière tout à fait avec une capacité qui est bien québécoise. Parfait. On en a besoin en ce moment. Merci. Bah, et d'ailleurs, vous avez répondu par la même occasion à une autre question, donc sur la limite du nombre d'étages. Donc, vous aviez dit donc, qu'au Québec, on était limité à 8 étages, c'est ça? 6. 6. Et est-ce que vous diriez, j'en profite pour rebondir, est-ce que vous diriez que c'est un élément qui risque d'évoluer à travers le temps, comme on a des besoins en construction et qu'en même temps, on cherche à densifier? Euh, deux manières de répondre à cette question-là. Si on pense à des composantes en bois massif, Mmh. donc pas du modulaire volumétrique, des kits de construction en bois massif, on pourrait très bien construire beaucoup plus haut que ça. Pas de Mmh. problème. Et on D'accord. peut déjà, avec des kits en acier ou des composantes préfabriquées en béton, construire beaucoup plus haut que ça, tout à fait conforme au code. Une chose qui limite aussi la construction modulaire volumétrique, c'est que les boîtes sont empilées. Donc, les boîtes du bas doivent supporter souvent les boîtes du haut, ce Mmh. qui fait en sorte que la boîte du bas doit être beaucoup plus robuste que la boîte d'en haut, ce qui fait qu'elles sont différenciées. Et plus qu'on monte en étage, plus que ça complexifie la production. Ce qui fait en sorte que dans d'autres pays, on l'a vu apparaître des systèmes support. Ce qui veut dire qu'on construit une immense structure, comme une étagère, Mmh. et on empile 4 étages à la fois. Donc, parce qu'à 4 étages, on n'a pas besoin de différencier les modules. Donc, on fait 4 étages, on rentre 4 étages dans l'étagère, fait un autre 4 étages, on la rentre dans l'étagère, et ça a permis de faire des bâtiments de 32 étages, par exemple, parce qu'il y D'accord. a une structure support qui permet d'atteindre cette hauteur-là. Donc, toutes sortes de stratégies qui sont possibles. Et avec la densification des villes, ça va arriver. En Asie, par exemple, dans certains pays, on demande que tout nouveau projet soit à 75% modulaire volumétrique. Et donc, on D'accord. peut faire des bâtiments d'une très grande densité en béton, en acier. Donc, c'est des systèmes de production qu'on voit pas encore apparaître dans notre contexte, mais qui pourront éventuellement apparaître dans notre contexte. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Hem, hem Au niveau réglementaire, toujours, hein, il y a une question donc sur le plan normatif. Il y a une norme, semble-t-il, alors, je sais pas, à quel point, c'est une norme qui est répandue, qui s'appelle, CSAA 277, qui prend en charge le modulaire, et la préfabrication. En revanche, il semble que tout ce qui touche au mécanique, à l'électrique, à la plomberie, sont juste référés, mais cependant ne sont pas prises en charge, par cette norme. Selon vous, quelle norme, pardon, pourrait être intégrée au code de construction, hein, on le sait, il me semble qu'il est en révision, hein, en ce moment, pour certifier ou homologuer un module? Mais en fait, la CSA A277, elle Mmh. permet d'homologuer le module déjà. Et donc, elle traite des questions mécaniques, électriques qui sont à l'intérieur même du module. Là où je trouve que la question, elle est très pertinente, c'est là au niveau des branchements. Il y a comme Mmh. une zone grise qui existe et qui doit être prise en main par les concepteurs qui vont devoir développer le détail de jonction qui va répondre aux enjeux du Code national du bâtiment au niveau de la coordination. Mais la CSA A277, elle permet d'homologuer déjà des modules en usine. Et la question, est-ce qu'elle est appliquée? Mais la plupart de nos manufacturiers québécois qui sont membres d'une association qui s'appelle l'Association des manufacturiers des bâtiments modulaires du Québec sont liés à cette norme-là qui est, qui inspecte, donc il y a une tierce partie qui inspecte
la fabrication en usine pour homologuer les modules. Mais c'est vrai que cette question de la coordination intra-module, Mhm. elle implique une coordination sur place qui doit être planifiée également en amont. D'accord, d'accord, parfait. Merci. Hem, sur le plan, historique, hein, vous aviez dit que ça remonte à il y a bien longtemps, hein, ces modes de fabrication-là, jusqu'aux Romains. Quelles sont donc les principales raisons d'utilisation puis d'arrêt de la construction off-site? Donc, il me semble que vous en avez parlé un peu, hein, parce que vous aviez dit il y avait des questions de crise, vous aviez parlé notamment de la guerre, et cetera. Mais étant donné que c'est une vieille idée, pourquoi ne s'est-elle pas répandue plus facilement? Donc, tantôt avec ce que, vous aviez exposé sur les étages, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être aussi une différence géographique, puisqu'en Asie, certains pays le considèrent de manière plus importante. Mais pourquoi, également là, dans notre environnement à nous, ce n'est pas considéré, et pas plus répandu en fait, finalement? C'est une question qui mériterait un webinaire de 3 heures sur cette question-là, mais il y a des barrières qui sont historiques. Donc, à chaque crise, on a développé des systèmes, mais malheureusement, à certaines époques, on a fait des systèmes. Je pourrais prendre l'exemple des écoles en Angleterre. Mmh. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une production d'écoles qui s'est faite sur la base de systèmes de construction industrialisés. C'était des écoles qui ont été faites à un moment d'urgence. Il fallait agir. Donc, on a construit ces écoles-là, un système qui s'appelle CLASP. Et parce qu'on a construit dans l'urgence, les écoles avaient des problèmes de condensation, problèmes de moisissure. Et ça a fait en sorte que parfois la préfabrication est là générer des préjugés. Et ces préjugés, on vit encore avec ces préjugés-là, alors qu'aujourd'hui, on peut construire tout à fait avec une qualité beaucoup plus importante en usine que sur le chantier, mais on vit avec encore avec ces préjugés, avec ces barrières. Un autre préjugé, et là, je vais parler peut-être de mes confrères aussi et consoeurs architectes, cette idée de la personnalisation, que finalement la construction industrialisée, ça ne permet pas de développer une architecture singulière. Et ça aussi, c'est un élément sur lequel il va falloir s'activer et montrer le potentiel tout à fait de développer une architecture singulière avec des composantes qui se répètent. Euh, une autre barrière, c'est les modes de réalisation. Au Québec, par exemple, jusqu'à très récemment, là, aujourd'hui, la SQI travaille de plus en plus sur les modes collaboratifs pour valoriser les modes collaboratifs, mais très longtemps, on avait juste un mode de réalisation qui était accepté, qui empêche les manufacturiers d'être impliqués dès le départ. Donc, tout ce qui est, tout la- l'écosystème projet qui doit être mis en place pour permettre une collaboration n'existait pas, n'existe pas. Et donc, c'est vraiment un changement de culture qu'il faut activer. Et là, je pourrais continuer comme ça pendant un certain temps, mais je vais répondre aussi à d'autres questions. Mais il y a des barrières qui existent, mais qui, à l'aide du 4.0 et la digitalisation, qui sont en train tranquillement de tomber. D'accord, parfait, merci. Alors, je vais encore poser, 2 petites questions parce que j'aimerais être aussi rigoureux avec le temps que ce que vous avez été là pour notre auditoire. Donc, 1 question, puis je vais peut-être faire un grand paquet, mais je vois qu'il y a, plusieurs questions, dans la section questions et réponses, qui évoquent la question des coûts. Peut-être une question qui reprend cette idée, hein, c'est notamment, le fait que vous avez parlé de la réduction du temps de réalisation de projets de préfabrication de l'ordre de 25 à 40. Mais à ce moment-là, en parallèle, qu'est-ce qu'il en est, de la réduction globale des coûts de réalisation par rapport à un projet, en chantier où vous aviez dit notamment qu'il y avait du gaspillage et cetera, par la suite? C'est une belle question. Les projets que nous avons analysés
et même les simulations qu'on a fait avec des groupes, c'est que au niveau du coût de construction, juste des coûts de construction, si on fait un projet, il n'y a pas vraiment de gain. On va être à peu près au même coût, parfois un peu plus bas, parfois même un peu plus haut, mais il n'y a pas de gain parce qu'on fait un projet. Le gain va s'opérer sur la capacité de répliquer, et je veux clairement dire pas répliquer le projet, mais au moins répliquer un certain nombre de composantes et de détails. Ça, c'est sur le coût de construction. Sur le coût de projet, le coût d'emprunt, le coût de déploiement, c'est clair que la réduction de l'échéancier va permettre aux promoteurs de bénéficier de cette rapidité Mhm. d'exécution, mais ça ne paraît pas dans les coûts de construction. Ça paraît plutôt dans les coûts de gestion d'un projet. Mais au niveau des coûts de construction, euh, on n'a pas observé une si grande différence au niveau des coûts. Et comme je disais aussi, dans certains cas, pour la construction modulaire volumétrique, on a une certaine redondance matérielle à cause de la robustesse qui est nécessaire. Donc, sur un projet, le gain ne se fait pas nécessairement en termes de coût, mais se Mhm. fait en termes de temps et sur la réduction de tous les aspects néfastes de la construction conventionnelle. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Et peut-être en 1 minute avant que je passe au mot de fermeture pour essayer de respecter notre temps, euh, est-ce que vous diriez que justement la construction industrialisée des bâtiments répond mieux aux exigences du bâtiment durable ou du bâtiment vert? C'est une question que je me fais poser souvent et je réponds par le simple fait que, par exemple, si on réduit le gaspillage, on réduit l'empreinte écologique d'une infrastructure. Donc, et je réponds également par cette idée que si on peut réduire le temps de construction et diminuer, par exemple, les conditions d'hiver sur un chantier de Mhm. construction, et on n'a pas besoin de chauffer un bâtiment à l'extérieur pendant qu'on le construit, mais on limite aussi tous ces aspects néfastes dans cette image de cette entreprise Skanska que j'ai évoquée à plusieurs reprises, euh, ont déjà fait l'étude de voir combien de travailleurs se déplaçaient au niveau du Mhm. chantier à chaque jour et ils ont vu une diminution majeure du déplacement des ouvriers. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a une diminution liée aussi à toutes ces questions de transport et on pourrait les prendre un à la fois comme ça et faire une belle analyse pour faire la démonstration des gains potentiels. Parfait. Merci beaucoup. Donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons, mais merci infiniment, Monsieur Carbonnet, pour cette présentation et ces réponses très éclairantes. Merci également à tout l'auditoire d'être présent. Nous espérons que vous avez bien sûr appris plein de choses. Et puis, écoutez, pour continuer à en apprendre davantage, on vous invite bien évidemment à consulter notre site web et pour vous tenir au courant de nos prochains événements, vous pouvez également vous inscrire à notre infolettre. Un grand merci pour votre attention et à la prochaine.